vous écoutez les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clément Leminck, aka The HR Nerd, au micro du Talent Podcast. Clément, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un passionné d'innovation RH. Il est Top Voice LinkedIn, conférencier. Il intervient sur des sujets multiples et variés, mais notamment IA et RH, Data RH, tout ce qui tourne autour de l'innovation aussi dans le monde des RH. Et il est également enseignant à Sciences Po, à l'IAE Paris-Est. J'avais vraiment à cœur de le recevoir parce que, à la fois avec cette casquette de conférencier et de formateur, mais aussi à travers sa deuxième casquette qui est de faire du stand-up. Il a notamment organisé un événement qui s'appelle la Work Comedy Night au Grand Rex en avril dernier et c'était un vrai succès. Clément, il va partager avec nous dans cet épisode toute son approche et ses convictions sur l'intérêt d'intégrer de la gamification et du ludique pour servir les enjeux de formation et développement des collaborateurs. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour Clément. Bonjour Chloé. Ravi de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast. Et avant toute chose, j'aimerais que tu nous partages une information de ton choix que les gens ne connaissent pas sur toi. C'est terrible comme question. J'ai l'impression de raconter ma vie tout le temps. J'aurais rêvé pouvoir parler de Chasseneuil-du-Poitou, mais je pense que tout le monde le sait déjà. Ouais. Mais comme ça, je l'ai placé. C'est un peu mon objectif de placer Chasseneuil-du-Poitou à chaque intervention que je fais. Et tu es payé ou pas pour faire la promotion de cette région ? Mon rêve. Du coup, la municipalité de Chasseneuil-du-Poitou, si vous nous regardez, n'hésitez pas, mes DM sont ouverts, vous m'écrivez, on trouve un petit compromis. J'ai déjà le porte-clés de la ville, mais j'ai pas encore de t-shirt. T'auras un pins bientôt. Yes. Un truc que les gens ne savent pas, un petit peu avant, là, quand on préparait, on s'est retrouvé à parler d'Harry Potter, par exemple. Je ne demande pas pourquoi. Je peux parler d'Harry Potter et de raconter ma maison Harry Potter, par exemple. Vous savez, il y a des maisons dans Harry Potter. Et je vais raconter, du coup, je vais avouer quelque chose en direct. Je dis souvent que ma maison Harry Potter, c'est Serre d'Aigle, parce que je trouve qu'ils sont stylés, c'est le savoir, la connaissance et tout. Mais en vrai, je pense qu'au fond de moi, je suis un Serpentard. Mais c'est un peu la honte parce que je suis RH, je suis censé être gentil, quoi. Je peux pas trop dire que je suis un méchant, mais j'ai une explication. En fait, c'est parce que sales, en fait, dans le fond. je pourrais être sales. Non, en vrai, j'aime pas trop vendre, c'est moi mon truc, ou vendre des idées, ça oui. Mais plus, en fait, derrière les Serpentards, il y a un côté ambition, envie de créer des trucs, etc. Et je pense que ça se retrouve dans pas mal de choses que je fais dans ma fibre entrepreneuriale. Et la vérité, c'est que je pense qu'en fait, je suis Serre d'Aigle ascendant Serpentard ou Serpentard ascendant Serre d'Aigle. En plus, je sais que t'adores l'horoscope, donc ça te parle. Et La perche que tu me tends est beaucoup trop difficile, on ne peut pas saisir. Et pourquoi ça ? Parce que, en gros, je cherche effectivement à créer des choses, à atteindre potentiellement du pouvoir ou autre, mais je suis convaincu que knowledge is power. Et du coup, c'est un peu ça, l'alliance de Serre d'Aigle et de Serpentard. Et knowledge is power, est-ce que ça fait pas un super pont pour parler de formation, d'apprentissage et de Ah là là, c'est magnifique. Et en plus, dans la même anecdote, tu arrives à me classer du Harry Potter et en même temps une petite citation en anglais. Oui. Et de l'horoscope. Malin, et de l'horoscope, bien sûr, mais ça, c'est l'objet de nos conversations régulières. Oui. Donc, le vrai sujet aujourd'hui, si je devais le remettre en liste de mire, c'est la gamification dans la formation. C'est le sujet dont tu avais envie de venir nous parler aujourd'hui. Ouais. Et avant même de rentrer dans du concret, dans des exemples, dans des best practices, j'aimerais que tu nous dises pourquoi est-ce que aujourd'hui, les gens qui nous écoutent auraient intérêt à s'intéresser à ce sujet-là plus que ce qu'ils ont déjà entendu 1000 fois. Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui et où est l'enjeu sur le sujet de la gamification ? Quel intérêt à s'intéresser ? Absolument. Excellente question. Bonne question. Ouais, gamification ou ludification en français. Je m'excuse avance pour tous nos auditeurs auditrices parce que je vais utiliser beaucoup de franglais. Mais la gamification, pourquoi c'est intéressant et pourquoi je pense que les gens ont besoin de l'entendre ? Tout simplement parce que, à mon avis, on entre dans une ère où typiquement le podcast est un des rares formats qui est encore long, mais qui du coup n'est pas écouté par tout le monde. On parlait du fait que les capsules vidéo, les capsules très très courtes, etc., ça fonctionne. On est entré dans une économie de l'attention. Aujourd'hui, du divertissement, on en a beaucoup trop.
quand on se connecte sur Netflix, on a le choix entre beaucoup plus de films qu'on en verra peut-être dans notre vie, ou de séries télé. Pareil sur Spotify avec les musiques. Et du coup, faut attirer l'attention des gens. Et moi, je suis convaincu que maintenant, le levier du divertissement, de la ludification, du jeu, de l'amusement, c'est un moyen d'attirer les gens. C'est un moyen de s'assurer que ce qu'on essaie de partager, il reste en tête. Et en fait, c'est tout simplement un moyen de s'adapter au monde dans lequel on arrive. Et Darwin nous l'a si bien appris, qui ne s'adapte pas meurt. Ok, et en plus on cite Darwin, maintenant c'est très bien. La gamification en même temps, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on le retrouve dans pas mal de segments RH, et en l'occurrence, moi je l'ai beaucoup entendu sur mes sujets qui sont les sujets de l'assessment où tout d'un coup on s'est dit que l'expérience candidat devait absolument être gamifiée, l'expérience collaborateur, etc. Quel est le vrai lien avec l'apprentissage au bout du bout? Pourquoi est-ce qu'il faudrait créer un lien entre la gamification et l'apprentissage? Ouais, il y en a beaucoup, des liens et des ponts qu'on peut faire dans un contexte. Bon, déjà, contexte d'apprentissage, il y a un vrai enjeu qui est ancrer les savoirs. C'est déjà arrivé, je pense, à tous nos auditeurs, toutes nos auditrices, d'aller dans une formation, de passer un très bon moment, de sortir de la formation en disant c'est génial, et 3 semaines après, on se rend compte qu'on a tout oublié et que rien n'a changé dans notre quotidien. Ça arrive. Ça arrive même au meilleur. Et la gamification, qu'est-ce que ça fait? Le jeu, en fait, ça crée des émotions. Et les émotions, c'est prouvé par moult études, ça crée de l'ancrage mémoriel. Donc ça permet de mieux se souvenir des choses. Ça, c'est un premier point qui rend la gamification utile dans la formation. Après, la gamification, c'est souvent utilisé, par exemple, en début de session. Sur les icebreakers, on va souvent faire un petit jeu, etc. pour s'introduire. Pourquoi? Parce que pareil, ça permet de baisser des barrières, de s'ouvrir, de se mettre dans une posture. Et le jeu permet parfois d'aborder des thématiques qui sont pas évidentes à aborder autrement. On pense également au jeu de rôle, typiquement. Toutes celles et ceux qui ont déjà fait des formations au feedback, aux conversations difficiles, on passe par du jeu de rôle parce que c'est plus facile de se désolidariser un peu du personnage, même si in fine on va travailler sur quelque chose qui nous sera utile dans notre quotidien. Voilà, ça ce sont des exemples de comment le jeu peut être utile. Il y en a plein d'autres. Bien évidemment, ça renforce les liens d'équipe, etc. Bref, je peux en parler pendant des heures, mais je vais peut-être te laisser poser tes questions. C'est sympa de penser à ça. En parallèle, parce que je pense que pour ceux qui te connaissent déjà, ils vont automatiquement faire un lien, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est intéressant à le placer dès maintenant. Tu t'es lancé dans l'humour RH. Donc comme ça, voilà, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Mais pourquoi? Pourquoi donc? Pourquoi? Très bonne question. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite ellipse, mais je pense que ça répond aussi à ta question initiale de qu'est-ce qu'on va apprendre de différent ou qu'est-ce qui fait que ça peut être intéressant à écouter. Je pense qu'on a toujours parlé de gamification. Je pense qu'on parle pas en revanche d'humour et de blagues dans les RH, dans la formation. Et ça, c'est un angle dont moi j'ai envie de parler aussi. Et du coup, peut-être un angle différenciant. Bon courage maintenant pour monter. Ce truc avant. Je vais me débrouiller. Pourquoi me lancer dans l'humour RH? C'est très simple. La vraie raison à la base, le stand-up, pourquoi me lancer dans le stand-up? C'est très bête. C'est un défi lancé par une amie. Je me suis dit, let's go, YOLO, comme disent les jeunes. You only live once, tu n'as qu'une vie. Allons-y, c'est une expérience. Moi, j'aime bien vivre des expériences. Et la scène, ça m'a plu. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de parler de mon métier, j'ai envie de parler de RH. Et donc, pourquoi l'humour RH? Parce que quand on est RH, on a un métier qui est pas évident. On vit quand même beaucoup de situations difficiles. On pose souvent la question de où sont les RH des RH, mais c'est vrai. C'est-à-dire, nous, on est là pour écouter les doléances d'un petit peu tout le monde, pour les accompagner, pour vivre des situations difficiles, de discussions complexes, de rupture parfois de contrat ou de période d'essai ou autre, parfois juste d'être une oreille attentive pour des collaborateurs ou des collaboratrices en détresse. On est amené à intervenir sur des sujets de santé physique, de santé mentale, bref, plein de sujets très durs, et on a rarement quelqu'un à qui en parler, si ce n'est potentiellement nos pairs, si on a des cercles d'échange sur lesquels on peut compter. Et je me suis rendu compte que l'humour, c'est une manière d'aborder ces sujets-là. D'une part, pour moi, d'en parler et avec du rire, mais surtout, je me mets à faire de l'humour RH pour des audiences RH. J'interviens en entreprise, j'ai fait un gros événement au Grand Rex, la Work Comedy Night, qui reviendra l'année prochaine. Et ça s'adresse aux RH pour justement leur permettre de rire de leur quotidien, d'aborder indirectement ces sujets. Et si on va regarder vraiment l'étymologie de la dérision, c'est ça, tourner en dérision, c'est tourner en ridicule. Et c'est rendre des sujets sérieux moins sérieux pour pouvoir les aborder. Donc voilà pourquoi l'humour RH. Ok, effectivement, ça fait un vrai lien avec d'autres épisodes qu'on a tournés dans lesquels on a eu finalement pas mal de DRH qui nous ont partagé le fait que la fonction, avait tout un lot de challenges assez importants, pas mal de solitude et on était en train d'essayer de repérer les différents moyens pour les RH de reprendre un peu d'oxygène. Déjà de s'octroyer des moments de formation, de s'octroyer un petit peu de prise de recul, de trouver des cercles où ils peuvent partager et effectivement potentiellement qu'on peut rajouter l'humour dans la grande liste des actions à activer.
J'aimerais rentrer un tout petit peu plus dans concrètement ton expérience dans tout ce qui va être gamification de la formation. Tu disais tout à l'heure, ça peut se passer à plusieurs endroits finalement, que ce soit en ouverture, dans les jeux de rôle pour ancrer des savoirs, etc. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret dans lequel tu as vraiment beaucoup axé sur la gamification et de revenir sur les résultats que tu as pu observer? Ouais, effectivement, moi, j'adore ça, donc j'en mets partout. Donc bien sûr, dans les icebreakers, au début, il y a toujours des jeux. Par exemple, un icebreaker, s'il y en a qui m'ont eu en formation, ça leur parlera peut-être. Que j'adore faire, c'est, je sais pas si tu connais le jeu de société Dixit. Bien sûr. Excellent jeu aux éditions Libellude, pardon, pour ceux qui nous suivent, qui est une boîte de jeux de société qui vient de Poitiers. Voilà, c'est pas ma faute. Ah, C'est la c'était pour vérité. ça. Je me demandais, tu avais des actions chez Dixit. J'ai un sponsoring Chasseneuil du Poitou et Libellude, c'est mes deux sponsors. Non, plus sérieusement, super jeu de société qui a des cartes avec des images, etc. J'adore utiliser ça en icebreaker pour que les gens mettent des mots sur l'émotion, la posture dans laquelle ils arrivent par rapport au sujet dont on va parler, etc. Donc là, premier exemple de gamification très concret, mais somme toute classique, parce que je pense que beaucoup d'exercices d'icebreaker sont gamifiés. Mais après, ce que je fais beaucoup, là en ce moment, par exemple, je forme énormément sur l'IA. Et en fait, dès le début de la formation, avant même d'arriver sur de la théorie, on fait un premier exercice où je répartis les gens en équipes et chaque équipe va devoir se créer un nom d'équipe, un logo, un hymne d'équipe et une chanson avec des outils IA que je leur donne. Et donc en fait, direct, ça fédère. Et ces équipes-là, elles vont servir tout le long de la formation avec des exercices. Par exemple, on va travailler le prompting, il va y avoir des exercices de prompting, on va travailler sur des cas d'usage RH, etc., etc. Et à chaque fois, les exercices, ils vont avec un système de points qui est donné. À la fin, il y aura des points qui sont distribués en fonction de ça. On va faire des quiz, on va faire plein de choses. Et donc, tout au long de la formation, chaque contenu théorique, chaque brique théorique, elle est associée à un jeu, qui est associé à des points. Et il y a ce système de points qui met de l'enjeu tout du long avec un prix à gagner à la fin pour l'équipe qui gagne. Et ça, je le fais aussi dans l'enseignement, par exemple. Là, il y a un programme que j'ai avec des licences 3 internationales sur les RH. C'est un programme assez long, c'est 24-28 heures, je l'ai plus exactement en tête. Et c'est pareil, au début, on crée des équipes qui vont servir tout du long. À chaque début de cours, je remets le nom des équipes au tableau et il y a des points qui sont distribués en fonction de tout et n'importe quoi. Au début, on fait un récapitulatif de la session précédente. Est-ce que les gens sont capables d'illustrer leurs pensées? Est-ce qu'ils ont des références? Ils ont plein de choses du genre, quoi. Voilà. Et je pense que tu capitalises bien sur le levier sens de la compétition pour certains, sens du jeu pour d'autres. Mais la question, tu vois, que je me pose très honnêtement, et notamment je me la suis posée quand on m'a parlé de comment est-ce qu'on gamifie l'expérience candidat. Je me dis, ça peut aussi être parfois un peu risqué ou un peu clivant. Tu vois, tu as des tas de candidats qui vont dire qu'ils vont s'amuser beaucoup mieux naturellement et tout seul avec des vrais jeux vidéo plutôt que de devoir chercher un jeu mal fait par des RH dans un processus de candidature. Et je me pose la même question pour les formations. Autant, moi, ça me parle beaucoup à titre personnel, mais je me dis finalement, est-ce qu'il t'arrive avec certains publics, certaines peut-être cultures d'entreprise, certains métiers, d'avoir des gens qui vont être au contraire très réfractaires comment dire, à l'expérience ludique que tu proposes? Ouais, c'était une question que je me posais aussi au début. Genre par exemple là, c'était semaine dernière, exemple très concret, j'intervenais chez un grand acteur de l'investissement, etc. Donc quand même Pas acteur. des rigolos. Voilà. Non mais c'est genre t'arrives, il y a de la moquette, il y a des tableaux partout, il y a un buste de la famille qui détient le truc dans la salle de formation. Enfin, on est à ce niveau-là, quoi. Donc environnement. C'est déjà drôle. Non mais c'est ça, mais environnement très sérieux. Tout le monde est super bien habillé, costume, tailleur, ainsi de suite. On se vous voit. Les apprenants et apprenantes me vous voient et je les vous vois pendant la formation parce que c'est la base, c'est comme ça là-bas. Et c'est toujours des moments où au début je me dis bon, est-ce que je vais réussir à les embarquer, quoi? Est-ce qu'on va réussir à faire des jeux, etc. Population et moyenne d'âge quand même plutôt senior et donc on peut penser que le jeu ça va appeler et plaire à des gens qui ont 20-30 ans, etc., que c'est plus dur. Et en fait tout le monde était à fond dedans, quoi. Il y avait des personnes qui seniors, on va pas dire d'âge comme ça, mais on a l'idée, qui étaient à fond dans le jeu et qui ont adoré. Et globalement, quand on met ces trucs, je pense qu'en fait, c'est comment tu l'approches, comment tu l'abordes au début, comment t'expliques, comment tu mets les gens dans un climat quand même de bienveillance et de confiance, certes, on fait de la compétition et tout, mais c'est juste pour mettre un peu d'enjeu, c'est rigolo, il y a un prix et tout. Et en fait, on a tous ce côté un peu joueur. Et tu disais, ouais, je m'amuse plus sur un jeu vidéo et tout. Certes, alors qu'on revienne quand même à la base,
la gamification est un outil au service de la pédagogie. Dans l'angle dont je dis, c'est pas la pédagogie qui est au service du jeu. Mon enjeu, c'est pas juste que les gens s'amusent et passent un bon moment, ce qui est l'objectif du jeu vidéo, de plein de médias de divertissement. J'ai beaucoup bossé dans le divertissement, chez Warner Bros, chez Ubisoft, dans le jeu vidéo, dans le film et tout. Mais c'est pas pareil. Là, nous, on a quand même un objectif final qui est d'apprendre des choses. Donc, j'ai pas vocation à être aussi drôle que, je sais pas, le dernier Call of Duty, Assassin's Creed ou j'en sais rien, ou Candy Crush. C'est pas mon objectif. Enfin, je veux aller plus loin. Moi, je veux cranter de l'apprentissage et j'utilise du jeu comme média pour apprendre des choses. Et ouais, c'est important du coup de rester un peu lucide et un peu honnête sur la promesse, tu vois, d'apprentissage. Là où effectivement il y a des moments où on perd presque de vue l'objectif final. C'est pas tant pour moi une question de génération, mais vraiment, enfin moi je te partage mon expérience et je te laisse me dire ce que t'en penses, mais j'ai eu des expériences avec des publics peut-être plus sur des sujets de séminaires, d'ouverture de séminaires, etc. Et c'est pas non plus qu'une question de culture d'entreprise, parce que comme tu le dis, des fois t'arrives dans des milieux très formels et au final t'as une vraie appétence pour le jeu ou pour la compétition. Mais il y a vraiment eu des moments comme ça dans un milieu professionnel où t'as des gens qui te disent mais je vois pas la place du jeu là-dedans, moi je suis venu pour faire quelque chose de sérieux. Quelle démarche ou quelle méthode est-ce que tu vas suivre quand tu personnalises finalement la façon dont tu vas aborder la gamification d'une expérience? Ouais. Bah, encore une fois, on n'est pas sur un jeu à 100%. Je suis pas en train de recréer un jeu de plateau où je vais dire, OK, très bien, vous allez jeter des dés. Ah, t'es arrivé sur la case prompt, tu dois rédiger un prompt et tout. Ça pourrait être rigolo, mais ça devient vraiment autre chose. On est sur des exercices qui font quand même hyper sens. De nouveau, si je te prends l'exemple de l'IA, je vais former sur une méthodologie liée au prompting et après il va y avoir un exercice de prompting avec un cas pratique et à la fin je vais distribuer les points en disant il y aura un point pour l'équipe qui a le mieux respecté la théorie qu'on a vue et la méthode qu'on a vue, un point pour l'équipe qui est arrivée au meilleur résultat par rapport au cas qui avait été présenté, etc. Donc certes il y a de la gamification parce qu'il y a des points qui sont distribués, mais ça reste un exercice purement professionnel, cadré dans un contexte d'apprentissage. Je pars pas dans, enfin tu vois, je sais que quand on parle de gamification on peut penser dans le recrutement en ce moment, il y a beaucoup de débats là-dessus sur des boîtes qui s'amusent à faire voilà plein de trucs, des escape games, etc. avec les candidats ou autres, et c'est beaucoup pointé du doigt et critiqué parce que est-ce que c'est la meilleure solution? Je suis pas là pour dire si oui ou sinon, mais je vais pas jusque là dans mon expérience. C'est plus comment on peut mettre de l'enjeu, mettre du jeu, faire appel à des émotions et casser des barrières encore une fois qui permettent aux gens de tu vois, c'est tout bête, mais le fait de jouer à travers des équipes et du coup des alias, etc. Pareil, ça, je sens que les gens s'autorisent beaucoup plus de liberté dans leur approche des thématiques et dans leurs propositions, parce que c'est tout bête, mais en fait, t'es plus toi, Chloé, la professionnelle, t'es un tel membre des, je sais pas, Flying Tigers qui sont l'équipe IA qui est là pour battre leurs collègues, quoi. Donc c'est un peu différent. Ça te désinhibe un petit peu en fait quelque part. Bah 100%. En fait, enfin le jeu de rôle c'est ça, hein, c'est on joue un autre personnage et du coup on se désinhibe. Et puis le jeu globalement c'est en fait on baisse des barrières naturelles qu'on a parce qu'on se met dans un contexte de jeu et du coup on est happé et on a peut-être moins cette vigilance naturelle qu'on a dans le contexte professionnel de base quand on n'est pas du coup dans ce mode de jeu, quoi. C'est quoi les idées reçues selon toi, tu vois, qui circulent sur la gamification et les idées un peu populaires sur le sujet et avec lesquelles tu serais pas forcément en phase? Du coup, comme je te disais, c'est un grand débat, mais c'est toutes les boîtes là qui se mettent à effectivement faire des choses en mode on va faire un escape game, etc. Ou on parlait d'assessment center, mais il y a tout et rien dans assessment center. Et en gros, il y a d'un côté, et ça je l'encourage et je le valide, des assessment centers qui sont basés sur de la théorie, sur de l'évaluation avec des professionnels qui sont formés pour et qui utilisent des méthodologies réelles, solides, créées par des théoriciens dont c'est le métier et tout. Et puis il y a ça peut arriver, mais des boîtes qui se disent oh trop chouette, on va faire un jeu de rôle à nos candidats et tout, et puis on va évaluer leurs compétences, mais de manière 100% freestyle, en partant du principe que Roger il a parlé plus fort que tous les autres, donc ça veut dire que c'est un bon leader. Du coup il a une compétence de leadership, et ça c'est, je trouve à titre personnel que c'est catastrophique parce qu'en fait c'est basé sur rien, ça devient subjectif, ça devient biaisé. En plus tu mets des candidats dans un contexte qui sera pas forcément leur contexte de travail, donc t'introduis en plus un biais de à quoi ça sert, tu vois? Ça me rappelle l'époque où c'était la mode, surtout dans le conseil, de poser des questions en entretien du genre combien de balles de tennis peuvent rentrer dans une cabine téléphonique? Oui. Et puis tu sais, les consultants qui allaient dire non mais c'est bien, on met le candidat en situation de stress, comme ça on voit comment il se débrouille. Et moi à l'époque je challengeais beaucoup en disant ok, mais à quelle fréquence ton collaborateur ou ta collaboratrice sera en situation de stress, tu vois? Est-ce qu'en fait Et ton dans boulot, ce type de situation ouais, c'est ça. de stress. Est-ce que ton boulot c'est de mettre les gens en situation de stress, et du coup sinon est-ce que ça fait vraiment sens d'évaluer
la compétence. Il y a des métiers où oui, bien sûr, tu me dis que tu recrutes des mineurs, etc. À la police haute, bah, bien sûr que c'est un métier où faut savoir gérer en situation de stress. Et quelqu'un qui serait dans de la panique haute le fait pas. Un pompier, pareil. Mais franchement, un comptable. Et voilà, on en revient sur le fameux exemple du comptable qui marche pour toutes les situations. En fait, ça c'est une règle que j'ai, c'est que un des métiers les plus ringards, c'est RH. Mais heureusement, Dieu a inventé les comptables et grâce à eux, nous les RH, on a un métier sur lequel taper. Voilà. C'est toi qui l'as dit. J'ai rien contre les comptables, j'ai un ami comptable. C'est une blague. Oui, merci. Et d'ailleurs, il faudra que tu dises à l'antenne que je ne t'ai pas payé pour parler des assessments et pour dire ô combien il y avait des méthodes gamifiées qui étaient pas... méthodes comme Hogan Assessment, je sais pas si vous connaissez. Un seul distributeur officiel en France, Authentic Talent. Merci Clément. Je trouve que ça rejoint bien ce que tu disais tout à l'heure sur l'information, c'est de se rappeler quel est l'objectif final. Et en fait, on gamifie pas juste pour gamifier ou pour faire passer un bon moment. C'est un outil au service de comme l'IA, comme beaucoup de choses, d'un apprentissage. Voilà, tu vois, je reprends l'exemple de l'IA, même parce que c'est la thématique sur laquelle j'interviens le plus en ce moment, mais l'IA, c'est un outil au service de l'humain. On n'est pas là pour remplacer les humains, on est là pour les équiper avec autre chose, à l'instar de l'ordinateur, à l'instar du tableur Excel. C'est des choses qui transforment nos métiers, certes, il faut réinventer la manière dont on travaille, mais en fait, ça nous facilite la vie, parce que ça automatise ou ça facilite des tâches souvent à faible valeur ajoutée pour qu'on puisse mettre du temps dans des tâches à forte valeur ajoutée. Donc quand on est RH, passer du temps avec les collaborateurs, s'intéresser aux notions de développement, de compétences, etc., qui sont des sujets plus complexes sur lesquels, en tout cas aujourd'hui, l'IA peut pas nous remplacer. D'où l'intérêt d'adopter quand même ce qui peut nous permettre de gagner du temps sur certaines tâches à faible valeur ajoutée et pour pouvoir réfléchir aussi, prendre de la hauteur à sa proposition de valeur, hein, qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. Et je me pose la question, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui n'ont peut-être pas du tout travaillé sur le concept de gamification, qui sont restés peut-être sur des méthodes d'apprentissage, on va dire, un petit peu plus classiques. Quelqu'un qui n'a pas du tout investi encore dans ce sujet-là, qu'est-ce que tu recommanderais ? Ce serait quoi les premières actions un peu concrètes qu'une personne qui nous écoute peut mettre en œuvre facilement, sans dépenser trop cher, entre guillemets, sur le sujet ? Ouais, il y a besoin de rien dépenser. Enfin, les exemples que je donne typiquement dans mes formations, ça coûte 0 €. Si vous voulez faire de la formation from scratch dans votre entreprise, encore du franglais, de la formation depuis zéro dans votre entreprise, etc., ça vous coûte rien de réfléchir dans votre ingénierie de formation, votre ingénierie pédagogique à des dispositifs du genre. Donc, typiquement le jeu de rôle, je pense que c'est un des dispositifs les plus classiques, les plus utilisés dans la formation. Ça fonctionne très bien, notamment pour toutes les formations autour de la communication, du feedback, de la prise de parole, etc., du management de manière générale. Jeu de rôle, c'est du jeu parce qu'on se met dans une autre situation, ça facilite parce qu'on n'incarne pas directement nous-mêmes, ça donne un cadre, ça donne un contexte, c'est top. Moi, un outil que j'utilise beaucoup, on l'aura compris, c'est la compétition, et du coup, c'est des systèmes de récompense avec des points. On va vraiment aller chercher le circuit de la récompense dans le cerveau. Et c'est bête, mais c'est un autre outil, c'est que ça crée de l'engagement. Vous devez former sur un sujet qui a l'air ennuyeux. La sécurité informatique, par exemple. C'est très bon exemple, mais c'est un sujet qui est essentiel dans toutes les boîtes. Mais former au phishing faut pas cliquer sur le lien du mail qui vous dit que c'est un prince arabe qui a 3 millions d'euros d'héritage et qui veut le donner à vous. C'est pas très drôle de faire ces formations. Tout le monde les a déjà vues, c'est compliqué. Mais en fait, et si vous essayez de mettre de la gamification, par exemple, j'ai un ami avec lequel je travaille qui est magicien. On profite pour en parler. Là, lui, il a monté tout un programme autour de comment la magie, elle apprend des choses sur le phishing et la sécurité. Donc en fait, c'est rigolo parce qu'en fait, il va faire des tours de magie, on va interagir avec lui, on va apprendre à faire des tours de magie. Et en fait, non, mais c'est trop malin parce que du coup, derrière, ça permet d'illustrer les concepts du prix, etc. Parce que la magie, désolé de dire le grand secret des magiciens. Ne le dis pas, s'il te plaît. Ça n'existe pas. C'est de la tromperie. Et donc, du coup, ça fait une super métaphore. Et voilà, vous aviez votre formation qui était ennuyante. Vous allez mettre un contenu ludique avec du tour de magie. Et tout de suite, les gens, ils vont suivre. Et c'est vraiment un des outils, une des utilités de la gamification aussi, c'est si vous avez un sujet qui est pas forcément drôle, mais qui est nécessaire, mettre du jeu, ça peut permettre d'engager les gens et de les faire venir parce que, peut-être qu'ils viennent plus pour le jeu que le contenu. De nouveau, votre enjeu, c'est pas juste d'offrir du jeu, c'est d'apporter un contenu, mais l'un dans l'autre, tout le monde y retrouve, quoi. Vous, il y a votre contenu, eux, il y a du jeu, et ils adhèrent. Là où le classique PowerPoint de 80 slides sur comment mettre un bon mot de passe en entreprise et pourquoi faut pas laisser un post-it avec le mot de passe sur l'écran de l'ordi, ça marche plus, quoi. Et je te confirme qu'on a fait une énième formation RGPD il y a peu de temps, et on a eu vraiment une journée full
de théorie très descendante. Alors au-delà de la qualité de l'animation, mais ce que tu disais tout à l'heure sur le ce que tu en retiens, l'ancrage, etc. Enfin, c'était absolument terrible ce qu'on a vécu. Bah ouais, et tu vois, je pense que c'est une autre des raisons pour lesquelles moi je m'intéresse beaucoup, pas que à la gamification, mais aussi à l'humour. Mmh. Tu vois, je fais beaucoup de conférences et dans mes conférences, je mets souvent des moments où je vais faire des blagues, où je vais interagir avec le public, etc. Donc beaucoup de choses que je tire en fait finalement du monde du stand-up, qui n'empêche pas d'apporter du contenu derrière, de fond sur les sujets de RH, d'IA, de transfo. Mais c'est que justement ça attire le public. Et de nouveau, on en parlait, l'attention span, j'ai encore un mot en anglais, l'attention des gens, l'économie de l'attention, etc. C'est beaucoup plus petit qu'avant, c'est beaucoup plus court. On perd les gens très vite. De nos jours, il y a beaucoup de contenu qui est en digital aussi, en ligne, en visio. On sait tout ce qui se passe en visio. La conversation et le call, il est dans un onglet et en vrai, on est en train de traiter les mails dans l'autre. Quand on n'est pas sur WhatsApp ou j'allais dire Facebook, c'est à l'ancienne. C'est fini là. C'est fini. Facebook. Je suis encore sur Facebook, ok, avec tous les habitants de Chasseneuil-du-Poitou, on est là. Et vous avez un groupe? Je rigole, on n'a pas encore la 3G là-bas. S'il y a des gens de Bouygues et compagnie qui nous regardent, s'il vous plaît, faites un effort. Et désolé, je pars en freestyle. Mais du coup, l'humour est terrible. Mais tu vois, c'est l'attention. L'attention, bam, on s'est perdu. Mais tout ça pour dire, l'humour et tout, ça permet vraiment aussi de captiver une audience et c'est un vrai outil pour ça. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être un exemple concret de quelque chose que tu referais pas pareil? Tu vois, un faux pas aussi pour nous permettre d'avoir des garde-fous pour ceux qui vont commencer à mettre les premiers pieds dans le sujet. Ah, c'est une bonne question. Sur l'humour, on fait forcément des gaffes parce que c'est complexe l'humour. C'est très subjectif et une blague qui fonctionne devant un public peut ne pas fonctionner devant un autre. Donc ça fait partie du métier quand on fait du stand-up et tout, d'avoir des bides parfois, d'avoir des trucs qui fonctionnent pas. Et après bon, il y a plein de techniques quand on fait de la scène pour comment on redémarre de ça et on essaie de récupérer le public. Mais là-dessus, il y a pas vraiment de conseils parce qu'on est obligé de tester et d'itérer. Et je précise qu'on a eu un comité de sélection de tes blagues dans un programme de développement pour un de nos clients qu'on ne citera pas et où tu es venu faire la clôture et où de temps en temps, juste tester sur une autre audience avant le jour J, ça peut être utile et éviter des blagues qui pourraient être malvenues. Voilà. Donc c'était un succès. De quoi? C'était un succès au final. C'était un succès. Tout le monde a adoré. Donc là-dessus, en fait, c'est quoi? J'ai envie de prendre ton truc à contresens, mais je pense que moi, je suis assez convaincu qu'il faut tester des trucs et qu'il faut pas avoir peur de faire des erreurs. En fait, c'est en testant qu'on apprendra. Et c'est quelque chose que je dis beaucoup par rapport à l'IA en ce moment. On manque de cas d'usage IA dans les RH parce que les gens attendent toujours que quelqu'un d'autre l'ait fait. Et moi, on passe mon temps à dire vous pouvez nous partager les cas d'études de d'autres boîtes. Et donc je le fais parce que je commence à en avoir beaucoup. Mais à chaque fois, je dis mais et vous, qu'est-ce que vous avez tenté? On attend de voir ce que les autres font pour copier. C'est dommage. Quand je sais pas, la caméra a été inventée, le champ, le contre-champ, le travelling, ça a pas été inventé en même temps. Il y avait pas un manuel avec la caméra. C'est des gens qui ont dit je vais prendre cet outil et je vais faire des trucs avec cette caméra et on va voir ce que ça donne quoi. C'est Orelsan qui disait tu veux faire un film, prends un truc qui filme. Voilà, t'as pas d'excuses. Genre débrouille-toi et fais ce que t'as à faire. L'IA c'est pareil et je pense que la pédagogie et la formation, quand on veut tester des formats un peu différenciants, on est obligé de tester. Et parfois il y a peut-être des trucs qui marcheront un peu moins. Donc je parle pas de faire 100% de tests dans la conception d'un programme, mais s'autoriser 15-20% de tests, c'est cool parce que c'est ce qui nous permettra d'innover perpétuellement et de trouver des nouveaux formats qui marchent. Je parlais de la magie, cette année, on fait une conférence ensemble sur la magie et ce que ça peut apporter dans les RH. Moi, c'était un test au début quand on s'est dit, viens, on monte une conférence et on la vend, on va faire de la magie à des RH pour arriver à des messages sur le métier de RH. Et ça marche super bien. Donc, faut tester quoi. Donc voilà. Alors du coup, j'ai besoin de te poser la question. Donne-nous un insight de ce sujet de la magie dans les RH. C'est un peu compliqué à donner sans le voir, mais en gros, faut imaginer il y a des tours de magie et après on va faire des petites scénettes de théâtre. Donc c'est vraiment là on est dans l'art à 100%, hein, art du spectacle, attention. On va faire des petites scénettes et ensuite on va demander au public, on va interagir avec eux, on va dire c'est quoi le point commun entre le tour de magie que vous venez de voir et la scénette qui est une scénette d'entreprise qu'on a tous vécu, RH, manager, etc. Et en fait, via ça, on va amener des messages clés c'est intéressant parce que ce tour de magie illustrait ça, qui est aussi un biais qu'on peut retrouver en entreprise. Donc ça fait beaucoup écho à des biais aussi qu'on peut retrouver dans le recrutement, dans le management, dans le quotidien. Mais c'est déculpabilisant ou dédramatisant par rapport à des choses qu'on a peut-être tendance à voir d'une façon un peu plus sévère. Exactement. Et puis ça permet de prendre du recul et de dézoomer sur des choses où on se dit ah ouais, en fait, on se fait toujours avoir les biais.
la personne qui dira qu'elle est jamais biaisée, c'est un menteur ou une menteuse. D'accord. On l'est tous. Faut juste avoir conscience de ces biais pour essayer de les repérer et de dézoomer. On pourra jamais se débiaiser instinctivement, naturellement. C'est ancré en nous. Et c'est normal, c'est des mécanismes qui nous permettent de fonctionner plus vite, de mettre les gens dans des cases et de faire des raccourcis logiques. C'est ce qui permet à notre cerveau d'aller vite. Et il y a plein de situations où ça marche très bien. En revanche, dans des situations professionnelles qui le nécessitent, faut savoir mettre pause, dézoomer et se dire attention, je suis en train d'être pris par ce biais. Et donc là, cette conférence, c'est un peu l'occasion d'illustrer ça, quoi. Et j'ai le sentiment que sur le sujet de l'humour, tu vois, je sors un tout petit peu de la formation, mais sur le sujet de l'humour, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de précaution ou prudence. Enfin, tu vois, régulièrement, je pense, toi comme moi, on peut se retrouver à intervenir sur des séminaires, je vais mettre beaucoup de guillemets, un peu sérieux d'entreprise. On va présenter des choses un peu structurantes, des transformations, etc. J'ai l'impression qu'à chaque fois on se pose la question, tu vois, de l'ouverture, la clôture, le discours, etc., et qu'on parle d'humour, les gens sont assez précautionneux. Est-ce que tu arrives à cette perception aussi et comment tu l'interprètes? Ouais, ça fait peur l'humour, hein. Et les blagues en entreprise, ça fait peur de fou parce que la frontière, elle est mince entre une blague et un comportement ou un propos déplacé, discriminant ou autre. Je suis RH, donc je suis bien placé. On est les premiers à avoir peur de l'humour et on est les premiers à détester comme argument pour excuser un comportement, un geste ou un propos déplacé. C'était une blague, c'est bon. Pas d'humour, Caroline. Non, mais enfin voilà, je pense on a tous connu ou entendu parler de situations où il y a Jean-Michel qui a réagi un peu comme ça, quoi, en disant c'est bon, on peut plus rire de rien. Et c'est genre d'être une jurisprudence que j'avais passée il y a quelques années qui m'avait beaucoup fait rire, où un collaborateur a été licencié parce que tu comprends, si t'as pas envie que ça passe à l'antenne, il pétait sur ses collaborateurs et collaboratrices. Et il trouvait ça drôle et effectivement du coup il s'est fait licencier, mais après il est allé au prud'homme, etc., et finalement il a été retenu que il avait bien le droit d'être licencié parce qu'il était conscient que c'était un geste qui était désagréable pour les autres et il le faisait quand même, et que du coup c'était un comportement qui désorganise l'entreprise, etc. Mais voilà, tu vois, donc la frontière avec l'humour, elle est fine, et sûrement que lui il trouvait ça très très drôle de faire des proutes sur les autres dans l'open space. C'est peut-être le problème de l'humour, c'est que c'est très subjectif. Voilà, donc faut faire attention. Après, je pense, une fois qu'on met de côté certains trucs, genre par exemple une grande différence entre l'humour sur scène en comedy club et en entreprise, quand on fait des interventions en entreprise, c'est qu'il y a des sujets dont on ne parle pas, la religion, la politique, les mêmes qu'au repas de Noël avec la famille, globalement. C'est vrai, ça donne un bon garde-fou, je te demandais tout à l'heure. Et en fait, ça, c'est des sujets qu'on va pas aborder parce qu'effectivement, c'est trop limite. Et après, moi, quand j'interviens en entreprise, j'échange tout le temps avec le client sur les sujets qu'on peut traiter, qu'on peut pas traiter. J'essaie de voir, il y a des boîtes, par exemple, où c'est OK, c'est même bienvenu de faire des petites blagues sur le CEO, le patron et tout, parce que c'est rigolo et c'est bien vu et c'était préparé à l'avance, et donc c'est OK parce que c'est bienveillant. Il y a des boîtes où c'est hors de question, et c'est OK, on en parle. Il y a des boîtes où on peut rire de la culture de la boîte, du produit, de l'industrie, et il y a des boîtes où c'est sacré parce que on en est trop fier, et c'est OK, on en discute. Et on va toujours trouver un truc sur lequel on peut rire. Après, quelque chose sur lequel je mets pas mal en vigilance, c'est dans son quotidien, en revanche, de RH ou de manager, j'invite pas à faire de l'humour. Attention. OK. Pourquoi? Parce que de nouveau ça peut être mal placé et qu'il y a trop de sujets qui sont sensibles et où l'humour de nouveau est subjectif. C'est-à-dire dans un contexte de une formation web, c'est pas méchant si je fais une blague, un jeu de mots sur le titre de la formation et la thématique, personne va mal le vivre. En revanche, si on parle de sujets délicats comme on en vit beaucoup dans les RH, de questions de performance, de rémunération, etc., c'est pas un endroit qui est sa place à l'humour. Voilà. Est-ce que tu dirais que c'est aussi plus simple quand c'est fait par quelqu'un d'externe? Est-ce que tu t'autoriserais la même chose si tu étais RH interne? C'est une très bonne question. Effectivement, c'est beaucoup plus simple quand on est externe. Quand on est RH interne, on a une image et il y a plein de trucs qu'on peut pas faire. Pire, si tu fais une blague qui tombe à plat, tu seras plus jamais sollicité pour admission, mais c'est pas très grave, alors que RH interne, déjà il y a ça. À et même quand t'es externe, t'as le droit de faire plein de choses. Oui. T'as le droit de faire plein de choses parce que de nouveau, c'est pas une image durable, tu viens dans un contexte, et tu vois, moi, si j'interviens pour faire des blagues, par exemple, c'est un contexte où tout le monde sait que c'est 100% OK, que c'est un peu freestyle et que ça sort du cadre classique. De nouveau, sur une formation, c'est un peu différent. Tu vois, je fais pas de blagues en formation. J'utilise du jeu, c'est différent. Je fais pas des blagues, ou sinon ça va être une blague de la vie classique et courante, un truc qui te vient en tête et qui est rigolo et qui fait rire, mais c'est contextualisé, quoi. Mais je prépare pas des blagues pour quand je fais une formation. On est là pour apprendre, on est pas là pour rire. Et du coup, à contrario, tu vois, t'as beaucoup de managers aujourd'hui qui se posent la question de comment mieux animer leur équipe, mais notamment en plus avec des équipes qui sont hybrides, à moitié en distanciel, l'autre ici, etc., et qui se posent la question de comment continuer à garder de l'attention dans des réunions. Alors déjà, il faut peut-être en faire moins et moins longues, ça c'est clair. Est-ce que tu leur recommanderais d'utiliser
la gamification ou de l'humour dans leur réunion, ou est-ce qu'au contraire tu te dirais terrain sensible? Bah, de nouveau, l'humour, en vrai, globalement, en entreprise, je suis pas non plus le meilleur avocat. Enfin, je recommande pas trop parce que, de nouveau, ça peut être très vite mal interprété. Donc, pour moi, c'est trop de risques pour trop peu en fait, c'est pas une vraie valeur ajoutée, tu vois. C'est cool, c'est fun, c'est un nice to have, mais c'est pas un must have de rire en entreprise. Donc, je recommande pas l'humour. La gamification, potentiellement, alors dans une réunion, si c'est un one-to-one et tout, en vrai, on va pas non plus énormément le gamifier, hein. Faire une to-do, avoir des KPI, certains pourraient dire que c'est de la gamification. C'est plus le icebreaker dans une réunion d'équipe. Mais voilà, sur un icebreaker, sur un séminaire d'équipe, sur ce genre de choses, ou même du jeu de rôle, oui. Et dans l'apprentissage, c'est hyper important aussi, parce que tu connais sans doute le 70-20-10. Donc l'idée que 70% de ce qu'on apprend, c'est par la pratique, etc. Et de nouveau, des exercices comme le jeu de rôle ou tout simplement le jeu, bah tu le disais, parfois des choses sont ennuyantes. Quand c'est ennuyant, c'est souvent que c'est monotone, c'est descendant, et c'est une personne qui parle pendant très longtemps. Mettre du jeu, ça nous garantit que on va passer le focus à d'autres gens et que les gens seront pas seulement dans l'écoute, mais seront aussi acteurs de la formation ou de la réunion, du séminaire, ou du brainstorming, ou de ceci ou de cela. Et en soi, tu vois, même un brainstorming avec des post-it qu'on colle au mur, il y a un côté ludifié, il y a un côté jeu, c'est rigolo. Et c'est t'assurer de mettre les gens en dynamique, en fait, finalement. C'est ça, exactement. Ok. Donc Clément, on a beaucoup parlé de ce que les RH peuvent faire. Beaucoup parlé. Quand même. De ce que les RH peuvent faire pour gamifier l'expérience de formation à destination des collaborateurs pour plus d'ancrage sans se perdre sur l'objectif. Je sais que tu avais aussi envie de me parler aujourd'hui d'un concept qui est plutôt à destination des RH. Et je vais te laisser m'en parler plus précisément, le HRtainment. Exactement, le HRtainment. Qu'est-ce donc ? Je suis assez content de cette trouvaille. Oui, j'ai vu et j'aurais pas pu te laisser partir sans que tu nous en parles. C'est un concept que j'essaie de théoriser un peu et du coup dont je parle en espérant que petit à petit le terme soit adopté et utilisé par d'autres. Donc la contraction de HR est entertainment. Donc pour nos auditeurs auditrices qui tout le monde n'est pas bilingue et donc on a peut-être des auditeurs ou des auditrices qui ne parlent pas anglais. Absolument, et on ne les jugera pas. Et donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas entertainment, qui est le divertissement en anglais. Donc le divertissement RH. Qu'est-ce que c'est que le divertissement RH ? C'est une analyse un peu que j'ai portée là sur l'état actuel du monde des RH depuis un an et demi, et comment on a de plus en plus de contenu qui devient ludique, avec de nouveau toujours un fond, mais qui va chercher ces côtés humoristiques, gamifiés, qui s'inspirent du divertissement. Et il y a plein d'exemples. Est-ce que c'est un vrai phénomène ou est-ce que tu parles de 2-3 trucs isolés ? Il y a un vrai phénomène. Pour celles et ceux qui passent du temps sur LinkedIn, vous avez peut-être vu passer, et sinon je vous invite à aller voir par exemple Rassam et Michael avec Recruiters in the House. Là c'est eux qui ont un nom anglais, hein, c'est pas ma faute, qui font du rap RH. Ils ont une chaîne YouTube, vous pouvez les retrouver. Ils sont intervenus sur pas mal d'événements. C'est assez incroyable, du rap RH. On m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit jamais de la vie. Et aujourd'hui, c'est une réalité qui reproduisent régulièrement dans plein de lieux emblématiques. D'autant qu'ils peuvent aussi parler de trucs très sérieux, puisque Rassam est venu dans ce podcast pour nous parler du recrutement de profils pénuriques. Donc, on va vraiment sur les deux côtés. Rassam, qui est directeur du recrutement chez Free. Donc, c'est pas une petite entreprise, pas un petit rôle. Et donc, quelqu'un de reconnu dans la sphère, qui a une vraie expertise, mais qui va aussi créer du contenu un peu plus divertissant, pour moquer justement des réalités du monde de l'entreprise, à travers leur rap, souvent du rap un peu humoristique. Donc ça, c'est un premier exemple. Je pense à Léo Bernard, s'il y a des gens qui aiment écouter des podcasts sur le recrutement et qui ont déjà écouté tous les podcasts d'Authentic Talent, qui a un super podcast qui s'appelle Tam Tam. Je suis pas sponsorisé. Léo qui a fait du coup son Tam Tam Show, qui est un événement, là c'était la 2e édition cette année au Palais des Glaces, donc incroyable quand même. Pareil, où à chaque fois il va chercher des trucs un peu ludiques. La première année il y avait un mentaliste, cette 2e année il y avait de l'improvisation musicale, donc c'est des trucs assez incroyables. Je pense à Maud Grenier qui fait le festival RH qui a lieu là en octobre, et dont la volonté c'est de faire un festival mais sur les RH. Idem, je pense à des contenus originaux, Christophe Pat qui a fait avec Factorial en voiture les RH, où il reprend des concepts un peu viraux d'internet, où il va conduire des RH en voiture et leur poser des questions. Je pense, là je fais ma pub forcément, mais à ce que j'ai créé avec la Work Comedy Night, où on était au Grand Rex, on a rempli le Grand Rex avec des RH pour faire des blagues et un plateau d'humour, où là on va faire ça via le Work Comedy Tour. On arrive en région, n'est-ce pas? On va faire Lille, on va faire Lyon, on va faire Marseille, on va faire Bordeaux, on va faire Nantes. D'ici que le podcast soit posté, je pense qu'on aura déjà communiqué sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à aller sur ma page LinkedIn pour voir toutes les infos si vous êtes dans ces villes-là et que vous voulez venir nous voir. Donc plein de formats qui mixent la volonté de parler quand même du métier,
et du divertissement. Et je pense que ça, c'est une transformation qui a lieu en ce moment et qui va perdurer. Et pourquoi, en fait, quelque part, qu'est-ce qui fait que depuis un an, les RH vont avoir besoin de se divertir, si je reprends ton thème? Ouais, il y a pléthore de contenu RH. Je pense que on n'en peut plus des webinaires sur l'IA dans les RH. Et je le dis pas méchamment, mais en fait, vu que tout le monde l'a fait, au bout d'un moment, on n'a plus envie de se connecter. Et quand on voit un énième post LinkedIn qui nous dit je fais un super webinaire où je parle de l'IA dans les RH, on se dit oui, bon, cool, j'en ai écouté 4 autres sur l'IA dans les RH. Donc, à moins d'être tu vois, très très bon, je pense à Pierre Monclos, par exemple, avec Uno, qui font un MOOC qui cartonne, mais parce que je pense que c'est le top de ce qu'il y a sur le marché. Et donc, eux, ça fonctionne et ça va continuer de fonctionner. Mais tous les autres qui suivent la tendance, ils sont derrière et ça lasse. Et donc, maintenant qu'il y a beaucoup trop de contenu et qu'il y a, comme je disais un peu plus tôt dans cet échange, notre scope d'attention qui se réduit, et le fait que faut qu'on soit captivé par des trucs, faut que ce soit dynamique, faut que ça bouge, faut que ce soit rigolo, faut qu'on soit engageant, et c'est ça qui se transpose. Et de nouveau, c'est vraiment juste ce qu'on vit dans la vie réelle. Nos usages de Netflix, Spotify, etc., qui se transposent aussi dans notre rapport au travail, au monde de l'entreprise. En fait, on peut plus regarder un contenu descendant de 3 heures s'il n'est pas captivant. C'est un moyen d'attirer, de maintenir l'attention, et puis j'imagine du coup de se différencier pour tous ceux qui vont parler d'un même sujet et de réussir à quand même donner envie d'être écouté. Donc tu me disais, c'est un phénomène de société quand on s'en est parlé. Ouais. C'est un phénomène qui arrive dans d'autres fonctions, ou c'est vraiment la fonction RH qui a envie de s'amuser? Alors moi, mon expertise, elle est RH, mais je suis convaincu que ça arrive dans d'autres fonctions aussi. Je peux te parler par exemple un peu du monde de la tech et de l'IA parce que je le connais aussi, mais typiquement, quand suite à mon événement au Grand Rex, qui a été pas mal médiatisé et tout, j'ai beaucoup de gens de mon réseau qui m'en ont parlé, et typiquement j'ai quelqu'un dans mon réseau, Alex, qui du coup est formateur en IA et fait plein de trucs, et a dit je vais faire un événement sur l'IA au Grand Rex. Il a fait un événement sur l'IA au Grand Rex, tu vois. Donc je pense que ça parle aux gens, et c'est un format où les gens se disent mais oui, mais trop drôle, pourquoi mon métier le fait pas, tu vois. Et bon, peut-être qu'un jour les comptables auront leur événement au Grand Rex, je leur souhaite pour le moment. Qui feront du rap en parlant de sujets comptables. Bah ouais, ce serait quand même stylé, non? T'as pas envie d'entendre parler d'un bilan comptable d'actifs et de passifs dans un rap, non? Attention, quand je dis actif et passif, je parle de comptabilité uniquement. Bien sûr. Mais effectivement, il faut le faire bien. Enfin, je pense qu'il y a aussi ça, parce que finalement, les gens sont un peu lassés de certains sujets, et puis en fait, l'attention, elle est quand même très très limitée. Malgré tout, et je rattache avec le sujet de la formation, il faut ressortir de là en ayant appris 2-3 trucs, et en te disant que le contenu était quand même de très bonne qualité, au-delà de la forme. Carrément. Et pour faire un pont, tu vois, avec notre métier de RH, parce que là, ils se disent peut-être, bon, c'est cool, c'est mignon, ok, super, il y a du contenu différenciant, on va regarder ça, mais moi, qu'est-ce que j'apprends? Je pense que dans notre métier de RH, c'est à nous aussi de se dire, les collaborateurs et collaboratrices, ils vivent le même truc. Ils ont les mêmes outils que nous dans la vraie vie. Donc, eux aussi, ils sont moins attentifs et il faut les recaptiver. Donc, quand on déploie un nouveau process RH qui est trop cool, j'ai aucun doute qu'il soit trop cool. Je passe mon temps à échanger avec des RH et vraiment, je suis bluffé de ce qui est fait dans plein d'entreprises. En revanche, quelque chose qui manque dans beaucoup d'entreprises, c'est comment marketer ces projets RH. Et il y a parfois des initiatives RH qui sont incroyables, de programmes talent, de programmes de formation, de parcours carrière, de gestion des compétences, etc., mais qui sont pas marketés, parce qu'on est peu souvent formé au marketing quand on est RH. Et c'est en les marketant, c'est en prenant des formats différenciants, avec de l'humour, on en a parlé, avec de la gamification, on en a parlé, pourquoi pas avec de la musique demain, ou autre. Mais en tout cas, c'est en ayant ces formats-là qu'on pourra réattirer les collaborateurs, collaboratrices vers des outils RH. Et je suis d'accord avec tous ceux qui vont dire mais Clément, on fait déjà un contenu qui est hyper quali, il devrait être reconnaissant et point final. Néanmoins, ils viennent pas à ta formation, ils s'inscrivent pas, ils lisent pas ton intranet parce que plus personne ne va sur l'intranet, et du coup tes dispositifs qui sont trop canons, personne les utilise. Donc réfléchis à ton utilisateur final, tes collaborateurs, collaboratrices, et fais un truc qui leur parle et auquel ils vont adhérer, tout simplement. Ok, passionnant. Est-ce que il y a d'autres éléments, conseils, tips, best practices, ou au contraire gros warning que tu as envie de nous partager sur tout ce sujet-là, comme dernière question? Ouais, j'essaie de réfléchir parce que tu m'avais posé une question qui est trop bien et à laquelle j'ai pas vraiment répondu. J'ai un peu triché, qui était qu'est-ce que je ferais différemment ou je referais pas, etc. Ouais. Et je pense que c'est moi, je sais que dans les podcasts et dans le genre de format, ce que je vais chercher, c'est les échecs. Je trouve que c'est plus intéressant. Et quand les gens parlent d'échecs, c'est hyper intéressant. Donc moi, des points de vigilance que j'ai maintenant quand j'essaie de gamifier du contenu, c'est petit 1, un truc que j'ai déjà dit mais que je répète, se rappeler que l'objectif final, c'est que les gens apprennent des choses et c'est pas qu'ils jouent ou qui disent j'ai adoré, c'est trop rigolo, mais c'est vraiment qu'ils disent j'ai appris des choses, j'ai grandi,
j'ai développé des compétences ou des techniques qui me seront utiles dans mon quotidien. Deuxième point, du coup, c'est de pas être dans de l'over-engineering, dans de la surintellectualisation du contenu qu'on va faire. De nouveau, on n'est pas là pour recréer un jeu de société, on n'est pas là pour faire le truc le plus complexe. En fait, ce sont les mécaniques simples qui fonctionnent, comme vous savez, du jeu de rôle, de la compétition, un système de points. C'est largement suffisant et c'est pas grave s'il y a des imperfections. Et petit 3, peut-être qu'il y a une grande différence pour moi entre un vrai jeu, par exemple, de société ou autre, et un atelier qu'on va gamifier, c'est s'assurer qu'il y ait des mécaniques de ce qu'on appelle de comeback, de retour dans le jeu. En gros, pas faire un système qui permet à des gens de prendre la tête et en fait dès la moitié de la formation on a déjà quelqu'un où on sait qui va gagner, il y a plus d'enjeu, etc. Mais plutôt s'assurer qu'en fait il y aura toujours de l'enjeu tout au long de la formation parce que c'est cet enjeu qui captive tout le monde. Donc ça peut être que plus on avance, plus les exercices donnent de points. Donc au final tout se rejoue quand même sur le dernier exercice puisqu'il vaut énormément de points et du coup l'équipe qui était derrière peut remonter et faire la remontada, ce genre de choses. Mais s'assurer qu'en gros tout le monde y prenne du plaisir, qu'il y ait de l'enjeu et que ça devienne pas juste une démonstration de force de voilà, s'il y a quelqu'un qui a déjà une expertise un peu plus avancée dans le groupe, juste qui est hyper compétiteur, que ça vienne pas casser la dynamique de groupe. Ça crée pas trop d'écart entre les gens et que voilà, potentiellement tu puisses emmener tout le monde avec ça. Et parfois c'est même ok, ça m'est déjà arrivé que finalement en fait on perde de vue le jeu. Enfin, ça m'est arrivé d'avoir des sessions où finalement on partait dans d'autres trucs, on discutait et tout, et à la fin on a totalement oublié qu'il y avait un classement et des points, je sais pas, et en fait mais personne le capte. Parce que finalement, en fait, c'est que les gens sont engagés dans l'acte de formation, qu'on discute de la thématique et qu'on va plus loin. Et en fait, finalement, le truc des points, on s'en fichait un peu à la fin. Et dans ces cas-là, l'objectif est atteint. Tant que c'est pas dans l'autre sens, exactement. Tu oublies qu'il y avait un objectif de voilà, formation. bien sûr. Et donc voilà. Donc de nouveau, toujours se rappeler, c'est un outil au service de la pédagogie et pas l'inverse. Et je pense que c'est ça qui est crucial. S'il y a un message à retenir de ce podcast. Excellent. Excellent mot de la fin. Merci beaucoup, Clément. C'était la première fois qu'on abordait ce sujet-là dans le podcast. Donc, très riche et je pense qu'il y a pas mal de choses très concrètes, applicables, que les gens vont pouvoir récupérer. Trop bien. Trop content que cet été utilisé. Et merci pour l'invitation. Merci. Ce que j'ai envie de retenir de cet épisode, il y a plusieurs grandes idées et concepts qui m'ont marqué dans l'intervention de Clément. La première, c'est la justification de la gamification et de l'humour à une époque où tout le monde se dit est-ce que c'est encore une lubie de plus ou est-ce que c'est vraiment utile ? Il nous aura pas échappé qu'on est rentré dans un monde d'économie de l'attention où on a d'ailleurs beaucoup de choix pour se disperser aussi et pour s'alimenter et où ça devient du coup crucial dans des sujets de formation de pouvoir capter l'attention des gens. Quoi de mieux pour le faire que d'utiliser l'humour ou des leviers comme le jeu, le ludique. Je vois pas pourquoi effectivement en formation on ferait l'économie de ça, alors que ça peut vraiment permettre d'aller plus loin en termes d'efficacité. Et donc pour moi c'est le deuxième point, c'est l'importance de l'ancrage mémoriel parce que le jeu il crée de l'émotion et l'émotion ça va permettre pour les bénéficiaires de tous les programmes de formation d'avoir un ROI dans la durée. Et moi j'ai envie de faire le parallèle avec ce que nous on utilise dans des approches d'assessment center ou de development center ou en utilisant des mises en situation, alors qui sont en général un peu moins ludiques que ce que propose Clément en formation, mais on permet à des individus de prendre conscience à travers une expérience qu'ils ont vécue et où ils associent de l'émotion, de se projeter dans leur capacité, par exemple, à prendre un rôle managérial pour ceux qui n'en ont pas pris ou à prendre un rôle de direction pour ceux qui n'en ont pas occupé jusque-là. Le deuxième point, c'est que ça permet aussi d'aborder des sujets difficiles avec un angle plus simple. Le deuxième point que j'ai envie de retenir de l'intervention de Clément, c'est une précaution. C'est la précaution de vraiment garder en tête que toute cette gamification, c'est au service de la pédagogie et c'est pas l'inverse. Donc, faut vraiment bien garder en tête l'objectif final. On va pas gamifier pour gamifier. Qu'est-ce qu'on a envie que les gens retiennent à l'issue de la formation ou de la conférence ? Quel est l'objectif en termes de développement des compétences ? Et là, je fais le lien avec ce qu'on a vécu, nous, de notre fenêtre sous l'angle expérience candidat dans des processus de recrutement. Pendant des années, on a beaucoup mis l'accent sur la gamification pour attirer des candidats dans des processus de recrutement, sans se rappeler finalement, l'un des intérêts pouvait être quelle expérience le candidat il vient chercher. Il vient pas chercher que de s'amuser, en fait. Ça, il peut le faire, encore une fois, bien mieux autrement que dans un processus de recrutement, mais d'avoir une expérience apprenante. Donc, à quel moment est-ce qu'on s'assure de mettre tous les éléments en place pour servir un objectif qui n'est pas juste d'amuser un candidat ou un collaborateur, mais d'ancrer du développement ou d'offrir une expérience différenciante. Et puis le dernier point, qui pour moi résonne pas mal dans l'intervention et l'expérience de Clément, c'est le concept de HRtainment, donc cette contraction entre les HR et l'entertainment, qui peut-être rappelle à quel point la population RH gère une multitude de sujets, gère une grosse pression aussi. Finalement,
amener de l'humour pour cette audience-là, c'est quelque chose d'assez apprécié dans plein d'objectifs différents. Et je vais faire le lien avec l'étude de Future of HR qu'on a menée chez Authentic Talent sur l'année 2024 et 2025 et qu'on continue d'alimenter et qui parle des besoins de la fonction RH pour demain. Et effectivement, l'un de ces besoins, ça peut être de continuer à se développer, mais aussi de trouver des soupapes pour pouvoir partager sur les difficultés et peut-être se sentir moins isolé et ramener un peu de légèreté. Et je pense que ça, c'est vraiment le lien avec l'entertainment dont nous parle Clément aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Et en complément, on a un petit cadeau à vous faire dans ce podcast. On a demandé à l'ensemble des invités de vous préparer leurs meilleurs conseils, meilleures ressources qu'ils souhaitent vous partager. Et vous retrouverez tous ces éléments dans une super ressource dont le lien est accessible via la description de cet épisode. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!